la situation à Madagascar est un peu paradoxale. C'est une très belle île, c'est un grand pays, c'est un pays qui avait finalement tout en termes de richesse, en termes de savoir humain. Et c'est un peu ma première question. Comment en est-on arrivé là, après le départ de la présence française, donc de la décolonisation, avant de parler justement comment a pu-t-on arriver à un tel gâchis finalement? Ben voilà, c'est le gâchis des êtres humains, c'est le gâchis des premiers responsables qui étaient élus, qui étaient peut-être ivres de l'indépendance, et ils pensaient qu'un pays, ça marche tout seul, qu'un pays, ça suffit d'être autorité pour que tout le monde vous obéisse. Et ensuite, ceux qui étaient les premiers responsables après l'indépendance, ils étaient tellement contents, heureux d'être à la tête de ce pays qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et la population augmentait d'année en année. Et je suis arrivé 10 ans plus tard dans ce pays, et j'ai vu, à ce moment-là, en 1970, j'ai vu que les députés qui venaient, les sénateurs qui venaient, les ministres qui venaient, ils faisaient des bals populaires. Ils venaient pour faire la fête. Et faire la fête, et un peu plus que la fête. Et ils ne parlaient pas de développement. Ils ne parlaient pas de comment évoluer, comment progresser, comment changer cette pauvreté qui était encore digne, ce que j'ai vu au début, digne. Comment cela a commencé à empirer et à devenir d'année en année insupportable. Jusqu'à qu'on est venu, nous sommes à 58 ans de l'indépendance, et le pays est plus que pauvre. Plus que pauvre. La Banque mondiale dit 92% des citoyens malagasy n'ont pas 2 dollars par jour, ce qui est le seuil de pauvreté pour la Banque mondiale. Mais je peux vous dire que 40% vivent sans rien, sans rien. Et ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas soucieux, ils ne sont pas dérangés au-delà de leurs problèmes personnels. Hein? Vous évoquez à votre arrivée une pauvreté digne, mais dans le livre qui sort, Pierre Lunel, par exemple, raconte une pauvreté qui est parfois, comme on dirait, glauque. Alcool, drogue, prostitution, femmes battues, violence. Oui. C'est terrible ce quotidien. Mais c'est terrible, mais Lunel est passé seulement quelques semaines, et nous on est là depuis 48 ans. Et 45 ans en permanence. 45 ans en permanence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je lève la voix pour les plus pauvres, pour ceux frères, sœurs et les enfants malagasy qui ne méritent pas ce sort, qui ne méritent pas vivre dans un pays, dans une île qui est tellement riche, tellement belle, tellement extraordinaire, que je disais, et qu'ils vivent dans cette situation misérable. Qu'est-ce qui a fait que votre choix se soit arrêté à Madagascar? Ça aurait pu être un autre pays d'Afrique, d'Amérique du Sud. Je pensais tout au début, quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, je pensais aller à Biafra, qui voulait faire... Il y a eu la guerre très dure. Il voulait être indépendant des Nigeria. Mais ensuite, je fais partie de la congrégation de Saint Vincent de Paul. Et Saint Vincent de Paul a envoyé ses premiers missionnaires à Madagascar en 1648. Et notre supérieur général à l'époque a fait un appel à tous les jeunes de la congrégation s'il y a des volontaires pour la mission de Madagascar. J'ai eu cette lettre-là, je dis allez, on y va. Sans dire comment il est le pays, est-ce qu'il est dangereux, est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'il y a de l'eau potable, est-ce qu'il y a téléphone, est-ce qu'il y a Wi-Fi, est-ce qu'il y a... Non, on est allé. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent voir, est-ce que c'est vivable, c'est pas vivable. Dans notre temps, on allait à donner un coup de main et on risquait notre vie. Je suis un survivant après 48 ans dans un pays, parce qu'à l'époque on n'allait pas, il n'y avait pas de touristes à Madagascar. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de touristes. Il n'y avait que les administrateurs et les missionnaires qui allaient dans ce pays-là. Hein? Aujourd'hui, il y a plein les gens viennent en tant que touristes, et en plus, les jeunes Français peuvent aller à Madagascar en tant que touristes,
Et à l'aéroport, ils reçoivent le visa pour 3 mois dans 1 heure. Et les Malgaches, le jeune Malgache qui veut venir en France et doit faire le tour du combattant, hein, et souvent voire refuser leur visa. Ce Malgache, vous ne le connaissez pas encore, parce qu'à un moment dans le livre, vous dites « ça fait 40 ans que je vis auprès d'eux et il y a toujours une part de mystère que je ne cerne pas ». Ben, bien sûr, mystère, parce que je dis comment ils peuvent survivre avec si peu de choses. Et c'est pour cela que partout où je passe, j'essaie d'alléger un peu. J'essaie d'alléger un peu la richesse en France, en Europe, parce que la richesse qu'il y a dans l'hémisphère nord, elle est scandaleuse. Parce que d'abord, entre vous aussi, le fait, pendant que nous faisons cette interview, il y a des gilets jaunes qui sont en train de protester en disant que la vie est chère, qu'on ne peut plus arriver au bout du mois. Alors, et qui manifestent violemment ce mécontentement. Alors Madagascar qui vivent avec des centimes. Des centimes. 2 euros par mois, c'est ça? Non. 20? Non. Par mois, 1,5 € par jour. Voilà. 1 euro. Oui, donc mais vous ne pouvez pas vivre vivre avec 1,5 € par jour à Madagascar. Parce que les médicaments sont plus chers qu'à Madagascar. Ben, plus chers qu'en France. Les matériaux d'une maison sont plus chers qu'en France. Et les gasoils par rapport au salaire est plus cher qu'en France. Bah, voilà. Et ce qui n'est pas cher, c'est la salade, hein, qu'ils produisent eux-mêmes. Tout le reste, c'est plus cher que chez vous, que vous qui avez des salaires. Vous avez un SMIC minimum. C'est vrai que c'est toujours insuffisant, mais je vais vous dire que moi aujourd'hui, je suis le défenseur d'un SMIC mondial, universel. Parce que c'est juste la cause des ouvriers en France qui luttent pour plus d'égalité sociale. C'est juste et je l'appuie. Mais aussi, il n'y a pas que les ouvriers en Europe, il y a aussi les ouvriers d'Afrique, de Madagascar, d'Amérique latine, d'Asie, qu'il faut aussi tenir compte, surtout à Madagascar et en Afrique, qui est le continent le plus jeune de tous les continents. C'est là où il y a le plus d'enfants et le plus de jeunes qu'il faut aussi tenir compte. Et qu'il ne faut pas l'aider avec des miettes et pas avec une lenteur qui est scandaleuse. Hein? Parce que quand on commence un projet avec un grand organisme européen, ou disons l'Union européenne même, c'est après 3 ans qu'on commence le décaissement. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 ans? Mais vous avez une lenteur administrative, une lenteur douanière, une lenteur... Il faut casser toutes ces frontières parce qu'en réalité, imaginons qu'un jeune chef d'entreprise qui a un peu d'argent ici décide d'investir et de créer 50 emplois ou 100 emplois à Madagascar. Il va avoir des tonnes de papiers à remplir, on va lui dire c'est pas possible, donc à la fin le gars va faire ses valises et repartir. Ça c'est vrai aussi, c'est que entre les personnes et entre les nations existe la méfiance. Il n'y a pas de confiance. Pas entre les personnes, c'est entre les nations. Aussi, mais aussi entre les personnes. Les personnes aussi se volent les unes des autres. J'allais dire, ça c'est la vie, mon père. C'est la vie, mais nous moi, en tant qu'étranger, en tant que blanc, d'avoir entré dans la vie des plus pauvres à Madagascar, dans une décharge, c'était la confiance qui a fait, parce qu'eux aussi ils avaient méfiance de moi, ils disent mais qu'est-ce qu'ils cherchent cet homme ici? Comment c'est possible qu'ils puissent venir nous aider gratuitement, sans rien nous prendre? C'est pas possible. Voilà ce qu'ils pensaient. Vous êtes le père Pedro? Non, je ne suis pas. Oui, mais ils ne me connaissaient pas, ils me connaissaient pas au début qui je suis. C'est maintenant, quand je suis avec eux depuis des dizaines d'années, qui me font confiance, qui croient. Mais la méfiance entre les personnes et la méfiance entre les pays, c'est une réalité. C'est une réalité. Les États-Unis et la Chine ne seront jamais amis.
les États-Unis et la Russie non plus. Et les Russes et les Chinois non plus. Mais il faut voir une certaine situation. Ils sont des amis pour un certain temps. Hein. Cette méfiance, c'est le mal que nous portons. C'est le mal qui porte l'être humain en lui-même. Et que, puisqu'il dit, avant que lui profite de moi, c'est moi qui dois profiter de lui. Hein. Et aujourd'hui, nous vivons quelque chose qui est inouï, de vivre gratuitement au milieu d'un peuple, servir ce peuple-là. Hein? Quand, à Madagascar, ou en Afrique, ses propres dirigeants se servent de leur propre peuple, de leurs propres enfants, se servent pour s'enrichir eux seuls. C'est inacceptable. Inacceptable et scandaleux. Quand on vous aide, quand on verse des dons à travers votre association, vous ne vous contentez pas de faire de l'aide et après c'est un circuit sans fin. Au contraire, vous aidez à développer des projets, c'est ce qui est important. Ouais, Vous l'expliquez dans le livre. Nous, on a toujours dit à nos frères et sœurs qui viennent frapper à notre porte en disant ici, il y a 3 conditions pour pouvoir aider quelqu'un. C'est le travail, l'école obligatoire et la discipline. Si la personne qui vient ne veut pas travailler, je ne peux pas travailler à sa place. S'il ne scolarise pas les enfants, ces enfants seront plus pauvres qu'eux. Et si on n'accepte pas des lois communautaires, on ne peut pas vivre ensemble. L'anarchie n'est jamais bonne dans aucune communauté, parce qu'on doit se respecter. Ma liberté finit là où commence la vôtre, ou celle de mon frère et ma sœur. Alors voilà, si on acceptait le travail, l'école et des règles communautaires, on peut vaincre la pauvreté. Nous l'avons démontré depuis 29 ans. Alors, c'est le travail. Mais les gens qui travaillent pour 1,50 € par jour, ce n'est pas un salaire. C'est la survie. La survie. Si ici, vous cassez tout pour avoir plus de pouvoir d'achat, nous n'avons aucun pouvoir d'achat. Aucun. Les plus pauvres en Afrique et à Madagascar n'ont aucun pouvoir d'achat. C'est la survie. J'ai été très ému dans ce livre quand vous évoquez la mémoire de mademoiselle Honorine. Bon. C'est terrible ce qui lui est arrivé, surtout quand après je découvre que cet assassinat a été fait par ses enfants adoptifs. Comment en arrive-t-on là? Mais voilà, c'est le mal. Voilà ce que c'est une société sans la force spirituelle, sans la force de la vérité, sans les valeurs qui font qu'un être humain soit humain. Et on peut être athée, mais il y a quelque chose qui nous unit, le respect. Vous ne pouvez pas être croyant, il y a quelque chose qui nous unit, ce que nous vivons dans le même endroit et que nous devons être les deux juste l'un envers l'autre et qu'il faut partager les richesses qu'on a. Et bon, et dans une société où on oublie l'éducation, quand on oublie les valeurs, surtout les valeurs, eh bien, on vit dans un monde dangereux. Et ce mal, ce crime qu'ils ont fait, ces 2 jeunes-là, hein, parce qu'elle disait, je vous aime, ne touchez pas la drogue. Et bon, eux, la drogue était plus importante que la vie de cette tante. Elle était leur tante. Leur maman presque. Oui, presque leur tante physiquement, mais c'était leur maman parce qu'il a donné sa vie pour ce deux jeunes garçons et qui l'ont assassiné. Et voilà le mal, un mal qu'on ne peut pas expliquer, un mal qui existe dans le cœur de l'être humain, dans le cœur de l'être humain. Pourquoi tant de crimes envers les enfants? Pourquoi tant de viols envers les femmes? Pourquoi tant de manque de respect envers les personnes âgées? Parce que bon, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de force. On se moque, on les jette. Hein. Mais en commençant par les enfants, les femmes et les personnes âgées. Voilà les trois fragilités de notre société aujourd'hui. Vous êtes important si vous êtes fort. Si vous avez encore la force, si vous pouvez produire, alors vous êtes important pour la société. Quand vous n'êtes plus fort ni profitable
vous êtes à écarter. Hein, vous êtes écarté de la société. Il y a une leçon dans votre livre aussi, sur la prière. Vous dites, je ne passe pas mon temps à prier, je préfère l'action, agir. Et vous dites presque, est-ce que Jésus allait prier plusieurs fois par jour? Que pensez-vous de ces gens dans nos sociétés qui vont à la messe tous les dimanches pour se donner bonne conscience et dont les actes ensuite ne traduisent absolument pas la parole du dimanche matin? Je ne peux pas juger personne. Ceux qui ont besoin de la prière, chacun a sa façon de prier. Il y a autant de façons de prier que des êtres sur terre. Alors personne ne peut imposer cette relation à l'infini, au Créateur, à Dieu, d'une façon unique. Je respecte ceux qui doivent, je respecte, mais moi j'ai dit que l'action aussi pour moi c'est une prière. Mais je pense aussi quand je suis seul, je repense ma vie, je repense mes actions. J'essaye de corriger si je n'ai pas bien fait, j'essaie de me corriger. Mais je n'aime pas qu'on dise que Jésus était tout le temps en prière, qu'il me le démontre. Parce que dans les évangiles, c'est dit que Jésus s'est écarté, mais combien de fois? Pas plus de 3, 4 fois. Mais il a vécu quand même jusqu'à, disons, 36 ans. Et dans votre livre, il y a cet hommage rendu aux femmes. Vous dites que si Madagascar doit être sauvée un jour, ce sera grâce aux femmes. Oui, je pense que Madagascar, et même l'Afrique, c'est grâce aux femmes parce que c'est eux qui donnent la vie, c'est eux qui portent la vie, c'est elles qui donnent naissance à ces enfants. Les hommes, finalement, aiment s'évader. Ils aiment s'évader. Ils aiment le divertissement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père et une mère qui m'ont appris à travailler dès l'âge de 9 ans. J'étais le premier garçon de la famille sur 8 enfants. Je suis le 2 par le numéro d'arrivée, mes premiers garçons, et mon père me disait à l'âge de 9 ans, Pierre, viens aider tes petits frères et sœurs. Alors j'ai dû travailler les jours des vacances, jours fériés, toujours. Mais j'étais content de l'avoir fait parce que j'ai aidé mes frères et sœurs et j'ai aidé mes parents. Et le travail m'a fait ce que je suis aussi. Parce que le travail, c'est aussi un art. On s'exprime, on s'exprime. Et le travail ne devrait pas être un joug. Ça devrait être parce que nous avons des talents, nous avons des charismes, nous avons des potentialités, nous avons beaucoup de richesses intérieures qu'il faut exprimer extérieurement. Mais pas à une vitesse vite, 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 parce que ce que vous faites m'intéresse, je vais le vendre tout de suite, il faut que je gagne. Voilà où nous avons dévié. Nous avons dévié, notre économie est devenue une économie de profit, et seulement de profit, et non pas une économie solidaire. Hein? L'argent ne mène nulle part. L'argent mène au mur, mène à la guerre, mène au conflit. À la corruption. À la corruption. Parfois. Parce que celui qui en a, il veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. L'argent n'est qu'un moyen finalement. Et un moyen, seulement un moyen. C'est un outil technique. Plus j'ai partagé, plus j'ai reçu. Ça, c'est ma philosophie. Et je l'ai appliquée. Et c'est vrai. Et plus je partageais, plus je reçus. Quand je vois ce que vous dégagez, mon père, vous avez dû recevoir beaucoup. Quand vous dégagez en sourire, en joie de vivre, en combativité. Je pense que j'ai voulu rester moi-même, j'ai voulu toujours rester sincère. Et s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est de mentir. Et je pense que partout où je passe, les gens, mes frères, sœurs qui m'écoutent, perçoivent cela. Et là, il y a une énergie qui passe, qui va au-delà de mes paroles, au-delà de mon vocabulaire même, qui atteint le cœur de l'autre personne et qui crée une syntonie de fraternité. Parce que j'y crois à la fraternité. Merci. Vous étiez un peu réticent à faire une longue interview parce que vous n'aimez pas vous mettre en avant, vous préférez vraiment être au cœur de l'action, mais c'est aussi par ces propos qu'on a envie davantage de mieux vous connaître, de vous aider
à acheter des cannes à pêche pour apprendre aux gens à pêcher, Ouais. pour reprendre ce vieil âge. Voilà, Ouais. tout cela, c'est une Ouais, chaîne. ben oui, parce que moi j'ai dit à mes frères, partout où je travaille, je vous aime trop pour vous assister. Si je dois vous assister, je pars aujourd'hui. Je pars aujourd'hui. Et moi j'ai travaillé moi-même, même en tant que prêtre. J'ai travaillé comme maçon, j'ai travaillé dans les rizières, dans la bougie-scala. J'étais très malade. J'avais plus de 7 genres différents de parasites dans mon estomac que j'ai eu la chance de guérir. Combien d'autres frères à moi, frères malagasy qui étaient avec moi, sont déjà morts. Et pourtant, je ne me sens pas vieux. J'ai seulement 70 ans. Et j'ai fait encore j'ai fait un peu de sport. Et bon, beaucoup de mes frères sont morts. Je témoigne aujourd'hui, je témoigne. Et je témoigne du sort des tant de millions de nos frères en Afrique et à Madagascar qui ont la joie de vivre et qui n'ont aucun avenir et qui sont dans un tunnel sans issue. Et c'est pour eux et c'est pour ces enfants que je parcours la France, que je parcours le monde et que jamais, quand je suis sorti de Madagascar pour aller chercher des aides, je ne suis jamais rentré les mains vides, jamais. Je suis comme une fourmi qui monte vers le nord, qui prend un peu du superflu là-haut et le main vers le bas et je monte et je descends et je monte et je descends. Voilà. Merci, Voilà mon Père travail. Pedro. Puissions-nous un jour comprendre que notre vie, s'il y a un sens, c'est de donner notre vie pour les enfants que nous avons mis au monde. Je ne suis pas marié, je suis prêtre et j'ai accepté volontairement de rester célibataire. Mais mes enfants aujourd'hui, j'en ai 14 000, que nous avons arrachés à la rue à une décharge, et c'est pour ces milliers d'enfants et tous les autres que je me bats et que je parle, que je témoigne et que je parcours la terre.